à tous et bienvenue sur ce module organisé dans le cadre de la seconde université du réseau des référents handicap de l'AGFIP. Alors, il s'agit du module numéro 1 sur les connaissances de base en matière d'emploi et de handicap. Deux intervenantes, Virginie Mathieu et moi-même, toutes deux chargées d'études et de développement à l'AGFIP en Nouvelle-Aquitaine. Nous conseillons et accompagnons des entreprises au quotidien pour faciliter l'intégration du handicap dans leurs pratiques, notamment en termes de ressources humaines pour mener des actions concrètes. L'objectif du module, vous apporter des connaissances nécessaires et suffisantes sur le sujet du handicap au travail en tant que référent sur cette thématique en interne au sein de votre structure. Alors, pour commencer, quelques petits rappels sur le mode d'emploi de Zoom. En bas de votre écran, vous avez des icônes. Et donc, le premier icône avec le micro, nous avons désactivé tous les micros. Si besoin, nous vous donnerons la parole plutôt en fin d'animation, puisque vous êtes nombreux et nous en sommes ravis. Sachez que cette séance est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, n'hésitez pas à désactiver votre caméra avec le petit bouton « Activer la vidéo ». Donc, ça désactivera. Pour les questions, vous pourrez utiliser la discussion qui est également dans cette même barre d'outils. Néanmoins, nous aurons un temps de questions-réponses en fin de notre séquence. Donc, nous vous invitons plutôt à garder vos questions pour la fin et ça sera avec grand plaisir que nous répondrons. Et puis enfin, pour les personnes qui auraient besoin de la vélotypie, normalement, tout a été organisé, sinon vous avez le bouton sous-titrage dans votre accès. Alors, tout au long de cette séquence, nous vous inviterons en fait à participer à cette présentation avec une façon un petit peu plus interactive via un outil qui s'appelle Bicast. Donc, on aura un petit temps de questions-réponses, comme on vous l'a dit, en fin de module. Donc là, pour commencer, on va réaliser un petit sondage. Donc, je vais lancer le sondage avec vous. Alors, pour cela, vous allez dans la discussion de votre barre d'outils tout en bas et Isabelle va vous mettre le lien Bicast. Il est là. Pour que vous puissiez voter. Donc là, normalement, je vois qu'il y a déjà des premiers votes. Allez-y, on vote. L'idée, c'est de connaître, de situer votre niveau de connaissance sur le handicap au travail. Donc, sur une échelle de 1 à 5, 1 étant bien sûr le niveau le plus faible. Je vois qu'il y a plusieurs votants. La moyenne. Alors, il y en a aussi dans le fil de discussion. Alors, sur le lien Bicast, ça ouvre une autre fenêtre et après, vous pouvez revenir sur le Zoom. Ah, il y a quand même des niveaux 3. Hein. Il y a déjà un bon niveau de connaissance, Isabelle, sur le handicap au travail. Ben, c'est parfait, on va pouvoir s'appuyer sur vous. Donc, des niveaux 2, pas mal de niveaux 2, hein, quelques niveaux 1 également. Des personnes qui répondent dans le fil aussi, pareil. 1, 2, 3. Donc, vous pouvez suivre sur Bicast la présentation, simplement pour nous voir. C'est sur Zoom. Il y a quelqu'un qui demande, Isabelle, où est le lien Bicast? Est-ce que tu pourrais le remettre dans le chat, s'il te plaît? Il revient. Super, il est là. Merci. Donc là, on attend encore quelques instants. Ça monte, ça monte. Allez. Encore une dizaine de secondes. Les personnes qui ne voient pas le lien. Ils ne voient pas. En fait, c'est dans la discussion. Si vous venez où vous venez d'écrire, au même endroit. Je le remets. Alors, attendez. Hop. Là. Est-ce que vous le voyez? Pourtant, j'ai bien des votes. Ah, c'est bon. Ah oui, ça monte plus vite là. Alors, on vous laisse encore 1 ou 2 minutes. Oui. Oula.
Ouais, c'est à peu près comme tout à l'heure. Ça reste, Oui, niveau 1, 2, 3. ça augmente un petit peu. On verra à la fin. Et du coup, actuellement, nous sommes 70 participants. Il y a déjà 51 répondants. Donc, 52, 53. Qui dit mieux? Allez, on va passer aux résultats. Je vois que ça ne bouge plus beaucoup. On a 55 répondants. On a, hop, ce qui nous fait un total de 2,24 de moyenne, donc, ce qui correspond à votre niveau de connaissance sur le handicap. Donc, c'est déjà plutôt une bonne moyenne pour le groupe. C'est encourageant. Alors, voyons tout de suite ce que nous allons voir pendant cette séquence. Donc, un premier point sur la réalité du handicap au travail, au-delà des préjugés et surtout des stéréotypes. Un deuxième point sur ce que dit la loi pour favoriser l'inclusion des travailleurs handicapés. Un point sur la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur. On fera un point dessus pour voir quelles sont les démarches et les éléments pour convaincre. Et puis, hop, je coupe les micros parce que j'entends un micro. Isabelle, n'oublie pas de remettre le tien. 1.4 sur le qui fait quoi, en fait, nous irons à la découverte des acteurs en interne et en externe. Et enfin, un dernier point pour vous présenter l'offre financière de la GFIP, mais également son offre de service. Je vous souhaite une bonne participation à tous et puis une bonne présentation. Alors, je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint aussi. Donc, nous arrivons sur la première séquence, la réalité du handicap au travail. Nous allons nous intéresser tout d'abord aux mécanismes qui amènent à l'émergence de stéréotypes, puis nous aborderons la diversité qui se cache derrière la notion même de handicap. Alors, quel est ce mécanisme? La première chose que l'on peut faire de manière inconsciente lorsque l'on voit une personne ou un objet, on les catégorise, on les compare, selon l'idée qu'ils posséderaient la même nature. Par exemple, dire les personnes handicapées en ayant en tête qu'il s'agit uniquement des personnes en fauteuil roulant. La deuxième étape, c'est que cette catégorisation induit un stéréotype. Alors, plusieurs définitions du mot stéréotype. Ça peut être soit une croyance partagée et consensuelle, admise comme juste sans réflexion par un groupe de personnes et qui est basée sur des caractéristiques personnelles, comme des traits de personnalité ou encore des comportements. Ça peut aussi être un cliché, une image dans la tête, positive ou négative, donc, ou encore, ça peut être une idée reçue comme, qui dirait: «Bah, c'est comme ça et c'est pas autrement». C'est en fait finalement la perception que l'on a. Par exemple, dire que les personnes handicapées sont des personnes courageuses, motivées, sympathiques, mais travaillant moins vite que les autres, salariés qui sont plus souvent absents, qui ont des besoins d'accompagnement. La troisième étape, c'est que de ce stéréotype peut découler un préjugé. C'est une attitude, un comportement, une dimension évaluative qui va être favorable ou défavorable d'un groupe social donné. Ou encore, on peut définir aussi ça comme juger par avance une personne, selon certains critères personnels et orienter finalement en bien ou en mal les dispositions d'esprit, à l'égard de cette personne. Par exemple, lorsqu'on voit une petite fille, on pourrait dire: «Oh qu'elle est mignonne», alors qu'un individu au style punk, on dirait plutôt: «C'est un adolescent en crise». Les apparences peuvent être trompeuses et amener des préjugés qui biaisent du coup le jugement. La quatrième étape de ce mécanisme, c'est que ce sont ces préjugés qui peuvent engendrer une discrimination. Discriminer, finalement, c'est différencier. La différenciation, elle devient discriminatoire lorsque la sélection entre les personnes qui sont placées en situation comparable est opérée selon des critères illégitimes ou illégaux. Et cela renforce, du coup, les inégalités. Par exemple, le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à celui de la population dite ordinaire. Dans la suite de la séquence, nous allons donc essayer de déconstruire quelques stéréotypes et préjugés. Je laisse Virginie poursuivre. Alors, donc, maintenant que vous avez pris connaissance du mécanisme, on va voir comment il s'active pour le handicap. Bon, déjà, rien que le titre, ça interroge. On entend souvent handicap au singulier. En fait, il existe plusieurs types de handicap. Du coup, on a déjà affaire à une catégorisation qui aboutit à une discrimination potentielle des personnes handicapées. Et ça,
peu importe leur handicap et ce qu'il implique au final. Est-ce que les personnes handicapées forment un groupe homogène sans distinction? Nous allons voir en fait que c'est bien plus compliqué que ça. Déjà, il faut savoir que le handicap s'acquiert majoritairement au cours de la vie et que le handicap de naissance ne représente que 5% des situations de handicap. Et si on prend le handicap acquis avant 15 ans, on n'est que à 15%, ce qui fait quand même 85% des déficiences qui sont acquises après 15 ans. Alors, ce sont principalement les accidents de la vie, les accidents du travail qui engendrent majoritairement les déficiences, mais aussi le mécanisme de vieillesse, de vieillissement, les conditions de vie, de vivre dans un environnement sain ou non, le mode de vie qu'on a choisi d'adopter. Donc, on voit bien que ça peut vraiment toucher tout le monde. D'ailleurs, les maladies invalidantes représentent à elles seules 60% de l'ensemble des situations de handicap entre 20 et 60 ans. Alors, on va voir comment maintenant les différentes familles de handicap. Oui, on considère qu'il y en a 7 actuellement, familles de handicap. On verra que voilà, ça a varié. Aujourd'hui, on est à 7 familles de handicap. Alors, quelles familles? Alors, d'abord, le handicap moteur. Donc, par exemple, qui peut être issu d'une lombalgie, de troubles musculo-squelettiques, du rhumatisme, une malformation, une paralysie. Ça peut être suite à un AVC aussi. Après, il y a la famille, entre guillemets, des maladies invalidantes. Par exemple, l'hypertension, le diabète, l'insuffisance cardiaque, le cancer, l'épilepsie. Ensuite, troisième famille, le handicap psychique, par exemple la dépression, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, les névroses, les phobies, les addictions. Et on verra dans quel contexte ça peut traduire une situation de handicap, tout ça. Autre famille, le handicap mental, par exemple la trisomie 21. Le handicap aussi cognitif, par exemple tous les troubles dyslexie, dyscalculie, les troubles de déficit de l'attention, l'hyperactivité et les troubles du spectre autistique. Ensuite, 2 catégories, 2 familles sensorielles, le handicap visuel et le handicap auditif. Pas seulement une perte totale sensorielle de l'audition ou de la vue, mais par exemple une rétinite, le daltonisme pour le handicap visuel ou la surdité légère pour ce qui est du handicap auditif. Alors, la plus grande famille, c'est le handicap moteur, qui concerne 45% des personnes. Je peux peut-être repasser à la suivante, Virginie, pour voir la répartition. Donc, vous allez voir, la majorité, le handicap principal, entre guillemets, c'est la famille du handicap moteur. Donc, 45% des personnes sont concernées, suivi par les maladies invalidantes avec 20% et le handicap psychique avec 13%. Alors, à l'époque de l'étude, le handicap psychique n'avait pas encore été dissocié du handicap mental. Et on revient juste après, et après une vidéo là sur les détails, les différences entre chaque type de handicap qui sont finalement assez proches. Alors, deuxième moment sur Bicast, donc hop, vous retrouvez le lien dans le fil de discussion. Cette fois, ce qu'on va vous demander, c'est selon vous, quelle est la part que représentent les personnes en fauteuil roulant par rapport au handicap moteur, dans la catégorie handicap moteur. Est-ce que c'est plutôt 3, 12 ou 21% des personnes qui sont en fauteuil dans la catégorie du handicap moteur? Donc, vous avez le lien, vous pouvez cliquer. Donc, ça vous ouvre un autre onglet et vous pouvez participer du coup au petit quiz. Et on partagera juste après les résultats. C'est en cours. Ça avance bien, on est déjà à presque 50 votants. J'avais une question dans le chat pour savoir si vous aurez accès au support. Oui, vous aurez accès puisque la vidéo est enregistrée et vous aurez également accès au support via la plateforme de l'université d'ici la fin de semaine. Tout à fait. On est à 55 votants. Ça avance, ça monte. On est 77. 56. Ceux qui ne peuvent pas accéder à Bicast, vous pouvez répondre dans le fil. L'idée, c'est de participer, de voir un petit peu ce que vous en pensez. Écoute, ça ne monte plus, donc je te propose de passer au résultat de l'activité. On regarde ça.
Alors, on a 73,7% qui ont donc choisi 3%, Eh ben, 21,1% qui a choisi 12% et 5,3% 21%. Alors, on en est où, Isabelle? eh ben, vous étiez bon, hein. C'est bien 3% la bonne réponse. Donc c'est très peu finalement, contrairement effectivement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Voilà, on s'imagine que, voilà, on associe, le handicap moteur avec le fauteuil, alors qu'effectivement pas du tout. Donc c'est vraiment une infime partie finalement, de la famille même principale du handicap, qui est le handicap moteur. Et ça, sûrement un peu à cause de ces places de parking avec ce sigle, le fauteuil roulant, qui mettrait un peu tout le monde dans cette même catégorie. C'est ça. Alors, on va passer à une petite vidéo de présentation des familles de handicap. Donc, je vais départager pour que vous puissiez voir la vidéo. Isabelle, je te donne la main. C'est ça. C'est bon pour vous, vous voyez? Pas encore. Ah, hop. C'est une petite vidéo qui va vous expliquer un peu chaque famille de handicap, ses caractéristiques et puis vous donner quelques exemples. C'est bon, Isabelle, la vidéo est en train d'arriver. Alors, on est parti. Le handicap est une notion souvent mal comprise, vous ne trouvez pas ? Fréquemment, elle est connotée de façon négative et associée au fauteuil roulant ou à la canne blanche. Mais saviez-vous que le handicap recouvre une très grande diversité de situations dont les conséquences sur l'emploi peuvent être variables ? Je vous explique. Il existe 6 familles de handicap. D'abord, le handicap moteur. Il concerne les personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer, effectuer certains gestes, porter du poids. Elles peuvent aussi avoir du mal à conserver ou changer leur position. Contrairement à ce qu'on pense, moins de 5% des personnes handicapées moteurs utilisent un fauteuil roulant. Qu'entend-on par handicap psychique ? Cette notion recouvre différents troubles de la personnalité. En général, ils n'affectent pas les capacités intellectuelles, mais ont des conséquences sur le raisonnement, la communication, le comportement. Vous suivez toujours ? Alors on passe au handicap mental. Il se rapporte à une déficience intellectuelle. Elle se traduit par des difficultés de réflexion, de communication et de décision. Je suis sûre que vous connaissez par exemple la trisomie 21. Il arrive que des personnes souffrent de troubles de l'attention ou de la perception. C'est notamment le cas des personnes dyslexiques ayant des troubles de la lecture. On parle alors de handicap cognitif. Généralement, on associe le handicap visuel aux personnes aveugles uniquement, mais en réalité, il concerne majoritairement des personnes malvoyantes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la perte auditive totale reste rare. Le handicap auditif concerne des personnes qui peuvent être sujettes à une surdité plus ou moins importante ou à des acouphènes, vous savez, les bourdonnements d'oreilles. Enfin, il existe ce qu'on appelle les maladies invalidantes. Ce sont des maladies comme le cancer, les allergies ou le diabète. Elles peuvent entraîner des problèmes moteurs, de la fatigue ou des contraintes liées à des traitements. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que de manière générale, 80% des handicaps ne sont pas visibles et que seuls 15% des personnes handicapées le sont depuis leur naissance ou avant leurs 16 ans. En fait, dès lors qu'une personne a des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi du fait de son handicap, elle peut être reconnue travailleur handicapé. Son employeur et elle peuvent alors bénéficier des services et des aides financières de l'AGEFIP. Ensemble, ils pourront trouver et mettre en œuvre les solutions pour compenser le handicap. Et on revient sur la présentation. Merci Cécile, merci Isabelle et merci Cécile puisque c'est notre collègue de travail également qui a présenté cette petite vidéo. Donc pour revenir à notre présentation, il y a souvent des familles de handicap qui sont confondues, enfin, qu'on a tendance à confondre. Donc, c'est notamment valable pour le handicap mental, le handicap cognitif et le handicap psychique. Donc, on va voir comment on va les différencier. Sur le handicap mental, ce qu'on appelle également le handicap intellectuel, c'est lorsque le développement intellectuel de la personne, il va être inférieur à la moyenne. Ça entraîne un fonctionnement altéré
de l'ensemble des fonctions cognitives. En clair, la personne aura un niveau de coefficient intellectuel, QI, très inférieur à la moyenne et souvent en dessous de 70. Pour le handicap cognitif, seulement certaines fonctions cognitives sont touchées, mais cela n'entraîne pas forcément de réduction au niveau intellectuel. C'est par exemple les troubles 10. J'ai vu que dans la discussion, il y avait quelqu'un qui disait que c'était extrêmement méconnu. C'est bien vrai. Et en plus de ça, dans les troubles 10, on a plusieurs catégories comme la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie. Il y a vraiment, ces troubles-là sont vraiment très peu connus. Et puis, il y a également, dans le handicap cognitif, on a les troubles du spectre autistique. Donc là, on commence notamment avec des séries télévisées à en connaître un peu plus sur l'autisme. Enfin, pour le handicap psychique, lui, c'est la conséquence de maladies mentales. Donc, surtout, ne pas confondre avec le handicap mental. Maladie mentale et handicap mental sont bien différents. Les maladies mentales vont entraîner un déficit relationnel, des difficultés de concentration et puis surtout une grande variabilité dans la possibilité d'utiliser ses capacités. Et c'est alors que la personne, elle va rencontrer ces problématiques. Pour autant, elle va garder toutes ses facultés intellectuelles, dites normales. Donc, ça peut être le cas typiquement de la dépression, de la bipolarité, de la schizophrénie. Donc, c'est vraiment important de distinguer ces trois familles qui sont vraiment très différentes. Alors, Isabelle, tu as ton micro qui est coupé. Oui, pardon. Je regardais le chat en même temps. Donc, ça nous amène à nous interroger finalement sur le mot handicap. Alors, nous l'avons vu, il cache une pluralité de handicaps finalement. Il faudrait plutôt parler des handicaps. Il existe donc plusieurs familles, comme évoqué plus tôt. Donc, la bonne pratique est de parler des handicaps. Cependant, on va parler du sujet du handicap qui englobe finalement toutes les familles, mais qui en cache les spécificités. Il faut néanmoins bien garder à l'esprit au quotidien que des mesures que vous avez mises ou allez mettre en place dans votre entreprise peuvent ne pas être adaptées à un cas de handicap précis. Donc, il faut garder de la souplesse. On va passer sur la séquence numéro 2. Alors, maintenant, on va voir que la notion de handicap, maintenant qu'on a traité sa définition, on va s'intéresser à son cadre légal et puis également à sa philosophie générale. Donc, c'est vraiment la loi de février 2005. Donc, vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça au final. C'est la loi dite pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui instaure que le handicap est une déficience en fonction d'une situation. Et donc, c'est pour ça qu'on va être amené à parler de situation de handicap. On dit souvent encore personne handicapée, mais le terme juste, c'est personne en situation de handicap. Et c'est cette situation de handicap qui va pouvoir être compensée par des aménagements organisationnels. Donc, ça peut être des aménagements du temps de travail, par exemple, des horaires, des solutions techniques sur des adaptations de postes, peut-être de matériel, ou des adaptations humaines, comme par exemple le tutorat. Par ailleurs, lui, le Code du travail, il donne sa définition et considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver son emploi sont effectivement réduites suite à l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ou psychiques. Donc, on va retrouver un peu les différentes familles de handicap. Isabelle va préciser. Donc, la déficience, finalement, elle devient un handicap lorsque la personne concernée a, par exemple, des difficultés à tenir son poste. Ce n'est pas une maladie en soi ou un état de santé en soi qui fait qu'on parle de handicap, c'est bien par rapport au travail, à ce que l'on fait. La rencontre entre un problème de santé et une difficulté liée à son poste ou à son environnement de travail amène à parler de situation de handicap. La responsabilité, entre guillemets, est donc déplacée vers l'environnement qui n'est pas adapté aux besoins de la personne.
Alors, petite précision, la loi de 2005 permet aussi d'inclure dans la catégorie de situation de handicap toutes les familles de handicap que nous avons vues plus tôt. En effet, l'exemple bien connu, voilà, du boulanger qui a une allergie à la farine. Donc, on est bien sur une situation de handicap parce que ce n'est pas en soi l'allergie qui va faire qu'on est en situation de handicap, c'est si confronté à l'environnement, à la réalité de son travail, ça devient handicapant. Alors, la compensation et l'accessibilité doivent permettre de tendre vers une intégration réussie. Alors aujourd'hui, on parle davantage d'inclusion. Pourquoi? Vous avez certainement vu déjà cette image avec voilà, les cubes de bois et les personnes qui veulent regarder un match. Alors, l'intégration, c'est un processus qui permet de lier une personne à un groupe. Par exemple, on entend parler d'intégration sociale lorsqu'une personne immigrée parle la langue du pays, travaille et fréquente des personnes de son pays d'accueil. L'inclusion, elle va plus loin. C'est faire en sorte que notre société considère les personnes en situation de handicap ainsi que toutes les personnes ayant une quelconque déficience ou une simple différence comme normales. Et que notre société évolue donc de sorte à ce que toutes les personnes normales aient accès normalement à tout ce qui est normal de pouvoir avoir. Merci Isabelle pour ces précisions. On va passer donc sur la troisième partie, donc notre zoom sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Maintenant qu'on a pu faire le lien entre le handicap et la situation de travail, voyons ce qu'il en est sur cette reconnaissance. Et puis aussi également, comment convaincre vos salariés ou au moins les rassurer en fait. Donc, on va vous proposer de participer à un petit questionnaire. Donc, Isabelle, si tu peux nous remettre, encore une fois, je te remercie, le lien Bicast dans le fil de discussion. Et donc, on va vous présenter des propositions. Donc, parmi les propositions qu'on vous présente, quels sont les titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés? Donc, on a en premier la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ensuite, est-ce que la pension militaire d'invalidité en fait partie? Est-ce que l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, est également un titre reconnu au titre de l'obligation d'emploi? La pension d'invalidité, l'allocation ou la rente militaire d'invalidité, la carte d'invalidité ou la carte mobilité inclusion avec bien sûr la mention invalidité. Et puis enfin, le dernier titre qui est la rente suite à un accident du travail ou à la maladie professionnelle. Alors, on voit que ça questionne. Il y a beaucoup de… Là, pour l'instant, on a 18-20 réponses. Ça va un peu moins vite parce que déjà, il y a plusieurs coches possibles. Vous l'avez bien compris. Ça avance, ça avance. La RQTH ressort bien. Quand même, ouais. Il n'y a pas de doute, en tout cas pour celui-ci. On a peut-être fait un peu de teasing dans notre titre. Alors, Brigitte, dans la discussion, nous dit toutes sauf l'avant-dernière. Alors, l'avant-dernière, c'était la carte d'invalidité. Haha, suspense. On va voir, on attend, ça continue de monter. Ah, ça a l'air de se stabiliser à 52. Allez, encore quelques secondes. 53, 54, 56. On est maintenant 83 connectés. Mais oui. Ça monte. On va arrêter là peut-être, ça a l'air de… Oui, hein, j'ai l'impression que là, on stagne à 58. 3, 2, 1, 0. On termine notre activité. Donc, effectivement, la RQTH ne fait de doute pour personne. Et après, en fait, c'est quand même assez mitigé. Donc, on voit que l'AH, la pension d'invalidité récolte également pas mal de suffrages, hein, quasiment pour 2/3. Et là, je viens d'appuyer, excusez-moi, sur un bouton et du coup, j'ai plus du tout. Le résultat? Non, en fait, j'ai perdu la présentation. Excusez-moi, quelques instants. Voilà, de toute façon, vous la voyez toujours à l'écran. Hein, voilà. Oui, oui, oui. Le trio tête, c'est la RQTH, l'allocation du handicapé, la pension d'invalidité. Ce sont les trois que vous mettez à coup sûr dans le lot, dans les reconnaissances administratives de handicap. Et à raison, d'ailleurs.
puisqu'effectivement, la bonne réponse, c'était toutes, en fait. Exactement. Collectivement, tout le monde avait collectivement, tout est bon. Et puis, Isabelle va vous préciser tout ça dans la suite. Donc, effectivement, la grande majorité des handicaps ouvrent la droit administratif à des titres de ce qu'on appelle BOTH, bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui sont aussi d'une grande diversité, ces titres. Alors, 3 canaux, on va dire, pour obtenir une reconnaissance administrative de handicap. Ça peut être fait soit, on va dire, naturellement, engendré par un événement, soit ça peut être fait sur demande. Donc, c'est le cas des reconnaissances administratives que l'on peut demander auprès de la MDPH, donc de la Maison départementale des personnes handicapées, qui s'appelle comme ça sur la majorité des départements, Maison départementale des personnes handicapées. C'est le cas pour faire une demande de RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est le cas aussi pour la carte mobilité inclusion, portant la mention invalidité. C'est cette mention invalidité qui fait que c'est une reconnaissance de handicap. Et l'allocation adulte handicapé. Donc, ces 3 reconnaissances administratives, RQTH, carte mobilité inclusion, invalidité et allocation adulte handicapé, peuvent être demandées auprès de la maison départementale des personnes handicapées, donc qui est présente sur chaque département. Ensuite, via la sécurité sociale, via la MSA, on peut obtenir une reconnaissance de handicap qui ne porte pas forcément le mot handicap, mais qui vaut la même chose, c'est-à-dire suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, on peut avoir un taux d'incapacité d'au moins 10%, et c'est ça qui fait que ça vaut reconnaissance de handicap. Et puis, ça peut être aussi une pension d'invalidité tant que la perte de gain ou l'incapacité de travail est d'au moins de 2/3. Et puis, on va retrouver dans un 3e canal, si on peut dire, tout ce qui va relever du code des pensions militaires et des victimes de guerre. Donc, ça peut être suite à des attentats, suite à une opération. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont avoir une pension d'invalidité au titre de ce code des pensions militaires. Alors, on va s'intéresser plus précisément à la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, parce que c'est la reconnaissance administrative de handicap la plus répandue et dont on parle le plus finalement. Merci Isabelle. Alors, sur la RQTH, en fait, bien entendu, elle ne dépend pas de la maladie de la personne. C'est vraiment quand on parle de la maladie, donc là, dans l'exemple qui vous est donné, vous avez l'épilepsie, la poliomyélite, le diabète, la sciatique, le cancer, enfin, je ne vais pas tous vous les citer, vous les avez à l'écran en bleu, mais c'est bien la RQTH, elle va dépendre du retentissement de la maladie sur l'emploi. Je vais vous montrer dans la diapo suivante. C'est ce qui va s'afficher en rouge. Quels vont être les retentissements? C'est par exemple une moindre performance, une désinsertion professionnelle, la perte de confiance en soi, la fatigue. Si on prend un exemple pour la rémission d'un cancer, il est probable que la personne elle soit plus fatiguée, qu'elle doit faire malheureusement le deuil de sa performance d'avant, du moins temporairement. Et c'est vraiment ces retentissements de la maladie qui peuvent amener à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais pas uniquement la maladie, comme vous l'a donné tout à l'heure Isabelle dans l'exemple. Si vous êtes boulanger et que vous êtes allergique à la farine, on voit bien qu'il y a un retentissement sur votre activité. Par contre, si vous êtes allergique à la farine, mais que vous êtes comptable, a priori, ça n'a pas de retentissement sur votre accès à l'emploi. Donc, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, on va passer comment formuler une demande et auprès de qui. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, présente sur chaque département. Il y a en fait un formulaire à renseigner, des documents à fournir, notamment un document à renseigner par le médecin du travail ou un médecin spécialiste ou généraliste si c'est une personne qui est indépendante, qui n'est pas salariée. Vous allez trouver tout cela sur le site qui est en lien sur la page là et que vous retrouverez du coup sur le support en PDF. Alors, depuis la réforme de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, la loi de septembre 2018, du 5 septembre 2018, plusieurs évolutions sont à noter.
la RQTH, elle peut être attribuée désormais à vie. C'était vraiment très, très rare par le passé. Là, c'est vraiment, elle peut être attribuée directement à vie. Et la carte mobilité inclusion portant mention d'invalidité et l'allocation adulte handicapé ouvrent droit à la RQTH et une prolongation de 4 mois, pardon, des bénéfices d'une RQTH arrivant à échéance si la demande est formulée avant la date de fin de validité. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne ou si vous conseillez, si vous accompagnez votre salarié à faire le renouvellement, on va dire dans les temps, c'est-à-dire avant la fin de validité de la reconnaissance qui est en cours, eh bien vous allez pouvoir, lui comme vous, finalement bénéficier de 4 mois pendant lesquels il n'y aura pas forcément de réponse encore de la maison départementale des personnes handicapées, mais vous pouvez à la fois compter cette personne, on va dire, en termes, par exemple, d'obligation d'emploi, de déclaration, et s'il y avait un besoin de son côté, du vôtre ou des deux, il peut y avoir une aide, un accompagnement de la GFIP, des aides au Cap emploi, etc. Voilà, elle est prolongée virtuellement, on va dire 4 mois, si la demande de renouvellement, alors il y a le critère mais le principal est que la demande ait été faite avant la date de fin de validité de la demande en cours. Alors, peut-être pour résumer simplement. oui. Donc, pour résumer, la RQTH, c'est donc attribué par les MDPH, donc les maisons départementales des personnes handicapées. C'est une démarche qui est volontaire, individuelle et confidentielle. Aucune information d'ordre médical ne sera transmise à l'employeur, ni d'ailleurs à d'autres organismes. La RQTH, elle concerne toute personne qui va souffrir d'un problème de santé qui aura des répercussions sur ses possibilités d'obtenir et d'occuper un emploi et de le garder. Enfin, la RQTH, elle va permettre de favoriser le maintien dans l'emploi et de prévenir la désinsertion professionnelle. Alors, pour le salarié, ça va lui permettre d'adapter son poste de travail si besoin, ou en l'aidant à un reclassement, à une réorientation professionnelle. Pour l'employeur, ça va lui permettre de bénéficier d'aides, de services et d'accompagnement pour faciliter l'insertion et le maintien dans l'emploi d'un salarié, et puis bien évidemment de répondre à son obligation légale des 6%. Alors, on va passer maintenant sur le côté argumentaire, quelque part, puisque dans nos rencontres, dans nos échanges avec les entreprises, souvent, ce qui revient, c'est le fait d'être démunis finalement par rapport aux interrogations, voilà, à ce que peuvent formuler les salariés quand on leur parle de handicap ou de RQTH. Donc là, justement, on va voir quoi dire finalement pour les convaincre, pour les amener vers ce chemin-là de la RQTH et de voir comment vous pouvez leur apporter des réponses voilà, avec comment dire, à la fois de façon sincère et qu'ils voient que ce n'est pas simplement du fait de l'obligation de respecter une obligation d'emploi, mais bien aussi de les accompagner et du coup de leur permettre de rester aussi plus longtemps sur leur poste. Alors déjà, on entend souvent, si j'ai une RQTH, on va me changer de poste, ou on va me mettre sur une voie de garage. En fait, non. La RQTH, elle va permettre de solliciter des partenaires et d'obtenir de l'aide pour trouver des solutions d'adaptation et bien sûr, si possible, sur le poste occupé. La plupart du temps, on arrive à trouver des solutions sur le poste occupé. Par contre, il est vrai que parfois, il y a des reconversions, mais il ne faut pas oublier que ces reconversions, elles peuvent aussi s'accompagner de promotions professionnelles. Alors, à la question, je n'en tirerai aucun avantage financier, puisque c'est ça qui revient quand même fréquemment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, que finalement, une reconnaissance administrative de handicap, ça permet plusieurs choses. Ça permet d'accéder à des aides et à des prestations pour compenser le handicap, adapter le poste de travail, donc via Cap emploi ou directement via la GFIP pour solliciter des aides, ça dépend des situations. Être soutenu en cas de réorientation ou de reconversion professionnelle. Et puis aussi bénéficier d'un suivi médical renforcé par le médecin du travail, qui a un rôle clé dans toute cette démarche-là. Et puis d'avoir une majoration de 300 € du CPF, du compte personnel de formation. Alors faisons justement avec Virginie un zoom sur cet avantage lié au CPF. Alors sur le CPF, en fait, le compte personnel de formation, les salariés ont droit tous à 500 € par an
Mais pour les personnes en situation de handicap qui auraient donc une reconnaissance administrative, il y a un abondement de 300 €, ce qui fait donc 800 € par an. Sur 5 ans, on arrive quand même à 4 000 €, alors que pour un salarié qui n'aurait pas de reconnaissance administrative, on est à 2 500 €. Donc, c'est vraiment quelque chose à valoriser, notamment pour, dans le parcours professionnel de la personne. Donc, pour pouvoir en bénéficier, soit l'employeur il connaît la situation du salarié, et dans ce cas-là, c'est saisi depuis peu en DSN, hein, puisque la réforme de l'OETH a permis de rendre la déclaration des travailleurs handicapés en saisie directement en DSN. Et donc, à partir de là, le salarié, lui, n'a plus rien à faire. Par contre, si le salarié n'a pas déclaré sa situation auprès de son employeur, dans ce cas-là, il va pouvoir aller sur moncompteformation.fr, le compte en ligne, et c'est à lui de renseigner dans ce cas-là son titre et donc de bénéficier ainsi de cet abondement. Je voyais une question dans le fil, comment sait-on? Mais en fait, c'est quand vous êtes sur votre compte CPF, vous pouvez il y a une coche, hein, enfin je l'ai déjà vu, je sais plus si c'est une coche ou un champ renseigné, mais c'est bien spécifié de préciser si vous êtes en situation de handicap ou pas. Tout à fait, c'est du déclaratif, oui. Alors après, on est sur alors je vois pas bien, sur perdre mon emploi, c'est ça? Exactement, Isabelle, oui. C'est ça, bon. On est bien là. Donc là, justement, si une personne vous dit ça, au contraire, hein, vous pouvez lui dire que l'entreprise, elle est engagée pour favoriser le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, qu'un employeur ne peut pas licencier un salarié du fait de son handicap ou de son état de santé, hein, sauf voilà, avis médical du médecin du travail, et que la RQTH permettra au contraire d'œuvrer pour trouver des moyens de compensation du handicap, des aides financières pour l'aménagement de poste, mobiliser des spécialistes pour envisager les solutions à mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment à l'avantage, pas forcément en termes de primes comme ça qui n'auraient pas forcément de sens, mais en tout cas d'un accompagnement, éventuellement un aspect financier si besoin au cas par cas pour compenser le handicap, effectivement. Alors, on a également souvent la question qui revient sur… la diapo suivante est rebelle. La voilà. On a souvent une question sur la RQTH et le prêt bancaire. On a déjà entendu que des salariés ne souhaitaient pas entamer des démarches par peur en fait de se voir refuser un prêt bancaire. Non, ça c'est entièrement faux. Aucune assurance de prêt bancaire n'a le droit de vous demander si vous avez une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Après, effectivement, ils peuvent vous demander, enfin vous faire remplir un questionnaire de santé qui va être lié dans ce cas-là au crédit, mais ça n'a rien à voir avec la RQTH. C'est effectivement la maladie là qui peut entraîner une surcotisation d'assurance ou un refus catégorique de l'employeur, de l'assureur, pardon, de vous prêter de l'argent, mais ça n'a strictement rien à voir avec la RQTH. Oui. Et puis je voyais, on va revenir sur les questions, parce que je vois pas mal de questions dans le fil sur la discrimination à l'embauche, sur les CRP. Bon, on y reviendra tout à l'heure, hein. Pas de souci. Hop. Alors, du coup, Ça comment bug on un fait peu. pour C'est bon, bien les bons réflexes. répondre… Excusez-moi, ça Les bug un bons peu de mon côté. réflexes. Alors, les bons réflexes, alors en tant qu'entreprise déjà, c'est de bien identifier, de bien être identifié en tant que référent sur le sujet. Alors que ce soit, on va dire, votre mission à temps plein ou que ce soit une casquette supplémentaire, hein, peu importe, puisque effectivement l'effectif peut varier, mais l'idée c'est d'avoir une personne désignée qui va être en relais sur ce sujet. Donc c'est de bien cette personne soit bien identifiée auprès des collaborateurs, c'est-à-dire de l'ensemble des collaborateurs, et dans un premier temps surtout voilà des instances représentatives, des managers, auprès du CSE, comme étant une personne ressource sur ce sujet. Et puis après, voilà, diffuser une information pour que l'ensemble des collaborateurs soient au courant qu'il y a une personne qui peut se faire le relais auprès du médecin du travail, auprès même de la direction éventuellement, etc., mais que c'est bien en confidentialité. Et puis, c'est se présenter, voilà, je le disais là, au médecin du travail, à son équipe, pour définir voilà, le rôle de chacun, comment accompagner vers la RQTH finalement, et puis aussi lui faire part de ce que vous faites, des actions voilà, que vous menez,
parce que vous pouvez vous former, vous informer, notamment dans le cadre du réseau des référents handicap. Là, on est à l'université, mais effectivement, le réseau national de l'université, enfin du réseau des référents handicap est décliné régionalement, hein, partout en France. Donc, c'est l'occasion aussi de se professionnaliser. Et voilà, c'est de dire justement aux médecins ce que vous faites au-delà même de votre participation au réseau des référents handicap, mais si vous mettez en place des actions, que ce soit même de la sous-traitance, que ce soit de la sensibilisation, même de voir avec lui ce qu'il en pense. Donc, ça peut être évoqué avec lui aussi bien des situations individuelles où vous posez des questions, sur lesquelles vous posez des questions, et même globalement lui dire que vous êtes ouvert sur les personnes en situation de handicap et comment il pourrait s'en faire le relais, que ce soit sur des visites d'embauche ou que ce soit sur des visites périodiques. Et puis bon, je le disais, se former, s'informer sur la démarche, c'est ce que je viens d'évoquer, notamment dans le cadre du réseau des référents handicap ou d'université comme aujourd'hui. Alors, quels sont les éléments clés à partager avec le salarié, cette fois, c'est expliquer le déroulement de l'instruction du dossier RQTH, expliquer que la RQTH, c'est une reconnaissance que l'état de santé de la personne a des conséquences sur le quotidien au travail pour aménager, pour compenser. Que ça permet d'avoir accès à des aides et prestations individuelles pour adapter le travail en fonction de l'état de santé de la personne et que ça assure une adaptation du poste de travail en lien avec le manager. Donc, c'est vraiment que la personne elle comprenne que c'est pour elle, pour qu'elle se sente dans de meilleures dispositions pour travailler et qu'elle reste le plus longtemps possible. Et puis, on peut aller plus loin. Il y a un site dédié dont va nous parler Virginie. Oui, du coup, on vous a mis dans le support, il y a un site dédié qui s'appelle travailleurshandicapés.fr. Alors, le titre n'est pas forcément très idéal, hein, vous l'aurez compris par rapport à ce qu'on s'est dit juste avant, mais vous y trouverez en fait pour vos salariés, en tout cas pour toute personne qui se pose des questions justement sur la RQTH, des petites vidéos, elles sont au nombre de 7, des vidéos qui répondent en fait aux questions qu'on se pose le plus sur la RQTH. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour moi? Comment je dois m'y prendre? Etc. Quels seront les impacts vis-à-vis de mon employeur? Voilà. Donc ça, c'est un site que l'on vous propose d'aller regarder. Et puis également, si vous avez l'occasion de diffuser dans vos entreprises des petites vidéos, n'hésitez pas à les faire tourner également sur vos écrans. On vous a mis également des liens pour aller plus loin. Donc, il y a le formulaire de la RQTH avec une petite vidéo. Il y a des éléments sur la formation, le CPF, la retraite anticipée. Non, on ne rentrera pas dans le détail parce que déjà, on n'est pas des spécialistes du domaine, mais ce ne sera pas toute personne qui a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui pourra avoir une retraite anticipée. Mais là, on vous proposera de vous rapprocher de la MDPH, dont c'est vraiment le cœur de métier. Pareil, on vous a mis un lien qui vous permettra d'aborder la RQTH. C'est une fiche pratique à destination des référents handicap et puis de toute personne, pourquoi pas un manager qui serait amené à échanger sur le sujet. La foire aux questions de la MDPH, qui est également très intéressante. Et puis également le téléservice de la MDPH qui sert à déposer les dossiers. Donc, voilà pour les éléments pour aller plus loin. Alors, la séquence 4 maintenant, le qui fait quoi. Finalement, quels sont les acteurs internes et externes qui peuvent intervenir sur le champ emploi-handicap. Et on va vous proposer justement d'interagir de nouveau via un petit quiz avec le lien toujours BICAS que je vous remets là. L'idée, c'est de savoir justement dans votre entreprise en interne que vous puissiez citer les acteurs ressources en interne. On vous laisse renseigner le… Alors là, c'est un nuage de mots. Donc là, vous exprimez les acteurs que vous pensez. Vous pouvez écrire des acteurs internes que vous pensez être ressources sur le sujet. On voit DRH, référent handicap, médecin du travail. Le nuage grossit. Il va bientôt pleuvoir. Faisez beau jusque-là. Référent handicap. Assistant RH, tu vois peut-être mieux que moi, Virginie. Ça bouge tout Assistante le temps, sociale, oui, je vois. Oui. En interne, il peut y avoir aussi.
J'ai pas le temps de lire, en fait, ça bouge. Le CODIR, la DAF, les IRP, exactement. Oui. Le médecin psychologue, médecin du travail psychologue, oui. Manager, tout à fait. La direction. Alors là, vous l'aurez compris, hein, il n'y a pas de vrai ou faux. Là, c'est ce que vous pensez ou ce que vous constatez. C'est vos pratiques. Voilà, ce sont vos pratiques ou alors ce que vous pensez, les acteurs que vous pensez pouvoir mobiliser. Manager, donc beaucoup de médecins du travail, psychologues du travail. Alors après, effectivement, suivant la taille de l'entreprise aussi, voilà, il peut y avoir un ou une assistante sociale ou pas. Bon, après, on verra aussi dans les acteurs externes, il peut y avoir des ressources. DRH, DAF aussi, oui, puisqu'il y a le côté, il y a le côté aussi comptabilité, le côté achat aussi. Cap emploi, Achat je avec la vois. sous-traitance, ouais. Alors, Cap emploi, c'est plutôt sur l'externe, du coup, on le verra après. Bon. Handicap, responsable des ressources humaines, correspondant handicap, collègue, tout à fait. Pareil, hein, suivant la taille de l'entreprise aussi, il peut y avoir un référent ou plusieurs référents. Par exemple, sur certains des entreprises multisites, avec des sites à la fois de production, un siège administratif, il peut y avoir effectivement plusieurs référents, pas qu'un seul. Donc voilà, le collectif, donc ça revient pas mal, le côté, voilà, les collègues, le collectif. Je vois accueil dans la discussion, oui, tout à fait, ça peut démarrer, ça démarre là aussi. C'est-à-dire dans le fait d'intégrer une personne, donc ça peut être le service RH, ça peut être l'accueil tout simplement de l'entreprise, tout à fait. Je vois équipe de direction, oui, ça c'est sûr que voilà, il faut qu'il soit mobilisé pour pouvoir après impulser une dynamique. Oui, tout à fait. Exactement. Écoute, je vais on va arrêter là ça parce se que là, stabilise, j'arrête l'activité. Mais vous avez été très participatif, c'est super, merci beaucoup. C'est important aussi pour nous de savoir que vous êtes là et que vous participez bien avec nous. Là, ce qu'on peut dire, c'est ce que vous avez mis finalement dans le nuage, ce qu'on retrouve, hein, c'est-à-dire que suivant l'entreprise, suivant la taille de l'entreprise, on peut avoir effectivement un référent handicap ou plusieurs référents handicap. Alors, quand il s'agit d'une entreprise au niveau du Sirène qui a au moins de 250 salariés, là, il y a l'obligation d'avoir un référent handicap. Pour celles qui en ont moins, ce n'est pas une obligation, même si c'est fortement conseillé, même si ce n'est qu'avoir la casquette, on va dire, de référent, mais en tout cas de pouvoir faire le lien entre les salariés et comme je disais tout à l'heure, soit l'équipe de direction, la médecine du travail, voilà, mais de bien préciser que c'est en confidentialité. Le référent s'appuie en général sur le service RH, voire, comme vous l'avez dit, le recrutement, les achats, les managers, les directeurs ou dirigeants, suivant l'entreprise, toute personne en fait impliquée dans le process de recrutement ou comptable aussi, puisqu'il y a les deux versants. Ça peut être la diversité aussi, l'aspect diversité, RSE. Ça dépend vraiment comment est organisée l'entreprise, c'est tel et tel service qui est mis en place ou si c'est finalement intégré à tous les niveaux de façon transversale. Le travailleur handicapé aussi, finalement, il est à compter parmi les acteurs puisqu'il est la personne la mieux placée pour connaître finalement ses limitations dans la réalisation de son travail. Donc là, on va justement poursuivre avec l'accompagnement externe dont va nous parler Virginie. Exactement. Donc, sur l'accompagnement vers l'emploi, il est principalement réalisé par les acteurs du SPE, du service public de l'emploi, comme Pôle emploi, et puis son pendant spécialisé dans l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap, qui est le Cap emploi. On a également les missions locales qui accompagnent les moins de 25 ans. On les oublie parfois. Il y a également d'autres acteurs auprès desquels vous pouvez vous appuyer pour recruter. Par exemple, si vous souhaitez recruter un travailleur handicapé qui a un handicap cognitif ou une personne qui a un handicap psychique, sachez que vous pouvez vous faire appuyer en tout cas par une équipe pluridisciplinaire sur ce qu'on appelle le dispositif emploi accompagné. Alors, c'est un dispositif qui est porté par des associations qui gèrent des établissements médico-sociaux. C'est, vous savez, ceux qui gèrent les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, avec lesquels également vous pouvez acheter des prestations de mise à disposition. Donc, c'est un peu du recrutement externe en quelque sorte. Pour vous donner un exemple, on a l'entreprise Nespresso qui a une partie de sa chaîne de montage
où travaillent des personnes en situation de handicap qui sont mises à disposition donc, de Nespresso. Donc, tous ces établissements médico-sociaux, ils sont portés par le réseau GESAT. Vous avez également, dans le même ordre d'idées, les entreprises adaptées qui, elles, sont sur le réseau de l'UNEA, en tout cas pour les 3/4. Dans le cadre notamment de ce qu'on appelle l'expérimentation des CDD tremplins, alors ça, c'est la loi Avenir professionnel de 2018 qui prévoit un nouveau dispositif pour les entreprises de pouvoir travailler avec les entreprises adaptées où elles vont pouvoir accueillir une personne dans le cadre d'un parcours de transition professionnelle et puis peut-être à l'issue de son parcours, de l'embaucher si son profil ou ses compétences vous intéressent. Donc ça, c'est un dispositif expérimental, le CDD tremplin, qui est mis en place depuis 2019 jusqu'à 2022, mais a priori, c'est un dispositif qui va continuer par la suite. Vous avez également aussi sûrement l'habitude de travailler avec des agences d'intérim. Donc, sachez qu'il est tout à fait possible de leur indiquer que vous avez une ouverture à l'accueil d'intérimaires en situation de handicap. Et puis également, la loi Avenir professionnel a permis également la création d'entreprises adaptées, dont je viens de vous parler juste avant, avec également un aspect travail temporaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les EATT, entreprises adaptées de travail temporaire. Donc, autrement dit, ce sont des agences d'intérim spécialisées, vraiment dédiées aux travailleurs en situation de handicap. Par ailleurs, vous pouvez accueillir des personnes en stage de fin de formation qui sortent des centres de rééducation professionnelle, les CRP. Et puis également, qui dit emploi, dit formation. Pensez bien sûr à tous les centres de formation des apprentis, les CFA, qui, eux, ont l'obligation, depuis la loi Avenir professionnel, d'avoir un référent handicap dans leur centre. Et puis, un point qui est important pour les personnes en situation de handicap, c'est que les contrats de professionnalisation, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, vous pourriez tout à fait être amené à embaucher, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, une personne en situation de handicap. Bien sûr, il y a la GEFIP qui, par ses aides et ses prestations, permet de rendre accessibles les formations et puis d'assurer une bonne intégration des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Et un autre point sur l'emploi, c'est que vous avez, la GEFIP met à disposition sur son site internet un site emploi où vous pouvez déposer gratuitement vos offres d'emploi et également prospecter sans frais des CV sur notre plateforme. Et puis, bien sûr, au centre de cette diapo, vous avez tous les cabinets privés spécialisés qui sont à votre disposition pour le recrutement de personnes en situation de handicap. Je passe à la slide suivante, excuse-moi. Donc là, on était sur les acteurs externes pour l'insertion et je te donne la main sur les acteurs externes pour le maintien et la prévention. Ouais. Donc là, au niveau des acteurs externes, chacun a son importance dans le parcours de maintien dans l'emploi, en amont et dans la démarche de prévention. Donc, on a le réseau ANACT, ARACT. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, eux, ils vont agir sur tout ce qui est qualité de vie au travail, innovation sociale, santé et travail, les risques psychosociaux aussi, avec des outils notamment d'autodiagnostic. L'assurance maladie aussi, au niveau des risques professionnels, qui propose d'ailleurs un site dédié au sujet de la prévention. La CARSAT qui propose par exemple une subvention aux entreprises de moins de 50 salariés pour prévenir les TMS, les troubles musculo-squelettiques. La subvention prévention de TPE aussi, un diagnostic qu'on appelle TMS Pro et Action TMS Pro Action. Voilà, donc il y a des choses aussi pour les TPE. Et pour compenser un handicap dès l'intégration ou dans le cas de la survenance d'un besoin de compensation en raison d'une dégradation de la situation de santé de la personne, la MDPH aussi peut attribuer une prestation de compensation du handicap
Donc, ça peut être une aide financière et nous, on peut aussi venir derrière compléter, ce qui est le cas, par exemple, pour voilà, des aides techniques, des prothèses auditives. Voilà, il y a le côté la sécurité sociale, il y a les mutuelles, mais il peut y avoir aussi voilà, la prestation que peut donner la MDPH. Et puis nous, on vient compléter. L'idée, c'est globalement toujours au niveau de la GFIP de venir en complément en fait, de ce qui se fait dans le droit commun, c'est-à-dire voilà, accessible au-delà de la GFIP. Et c'est vrai à tous les niveaux, soit là pour des aides techniques, soit pour la formation, à tous les niveaux. La GFIP donc, finance des prestations, que ce soit en amont de l'intégration d'une personne, pendant qu'elle est en poste, quand il y a une évolution professionnelle, voilà, quand il y a des changements de situation, on peut faire intervenir, ce que disait Virginie tout à l'heure, des experts en fait, par type de handicap qui vont pouvoir envisager, anticiper les solutions à mettre en place. Donc, pour maintenir en poste, Cap Emploi aussi est un interlocuteur privilégié à contacter pour toute problématique de maintien d'une personne. Quand on dit maintien, c'est pour qu'une personne puisse conserver son poste. Alors, il faut y penser aussi quand voilà, on a une préconisation par le médecin du travail, par exemple, de ne pas hésiter voilà, à solliciter Cap Emploi, bien sûr en accord avec la personne aussi, hein, mais il ne faut pas rester seul en fait quand on a voilà, une demande d'un salarié directement ou une préconisation par le médecin du travail. Il faut pouvoir voilà, se faire accompagner et Cap Emploi peut tout à fait le faire. Il y a aussi les OPCO, bien sûr, les conseils en évolution professionnelle, qu'on trouve notamment dans les Cap Emploi, Pôle emploi aussi. Bref, tous les acteurs en fait, qui peuvent participer à accompagner une personne dans l'emploi et puis dans la formation. On en vient à la partie 5 et je repasse le relais à Virginie. Alors, effectivement, on arrive à la dernière partie de notre présentation. Là, on va vous présenter l'offre de service de la GFIP, donc son offre d'aide et de prestations. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la GFIP, elle a développé une offre d'aide financière et des services d'accompagnement. Excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne slide, ça a été trop vite, voilà. Et une offre d'aide financière, des services et d'accompagnement donc pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc que sont les personnes en situation de handicap et les entreprises. Et l'objectif de tout ça, c'est bien sûr d'inclure le handicap dans les politiques RH, donc recrutement, qualité de vie au travail, etc. Des politiques également d'achat de sous-traitance avec le secteur protégé adapté. D'ailleurs, j'ai vu que dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait oui, un acteur aussi sur la partie recrutement. Il y a également les travailleurs indépendants handicapés que j'ai oublié de citer, je m'en excuse. Donc voilà, l'objectif, c'est bien sûr d'insérer, de maintenir dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Telle est la mission de la GFIP. Oui, puis la personne, Jean-Yves, merci, a mis le lien vers l'inclusion, parce que ça s'appelle comme ça effectivement désormais. Et puis oui, c'est vrai que ça a été élargi en fait avec la réforme, puisqu'il y a aussi les entreprises de portage salarial aussi, si la personne qui est portée est reconnue travailleur handicapé. Donc effectivement, ça a été élargi au-delà des ESAT, des entreprises adaptées. Là, quand on vous le dit souvent, c'est pour raccourci quand on lit. Mais effectivement, il y a ces 4 acteurs-là qui sont, on va dire, intégrés. Là, on parle du côté obligation aussi. C'est-à-dire que là, on vous les donne comme ça, tous. Mais après, il y a le côté obligation d'emploi de travailleurs handicapés et ce qui peut être venir en déduction des contributions à payer. Et effectivement, là, rentre en compte toute cette partie sous-traitance auprès des entreprises adaptées, les travailleurs indépendants handicapés et puis les entreprises de portage salarial, comme je disais, quand la personne qui est portée est en situation de handicap. Là, c'est par rapport voilà, aux déductions, mais au-delà des déductions, effectivement, il y a beaucoup d'autres acteurs. Là, je pense que surtout, là, Virginie, quand elle vous parlait de ça, c'est aussi il y a le côté recrutement. Donc, forcément, un TIH, en général, pas toujours, mais souvent, il veut rester indépendant. Alors que l'objectif voilà, d'un ESAT, d'une entreprise adaptée, c'est éventuellement de faire basculer la personne dans une entreprise ordinaire, entre guillemets. Exactement, Isabelle. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'aides, de prestations et sur leur mobilisation possible dans le temps? Oui, en fait, elles sont mobilisables tout au long du parcours professionnel d'une personne en situation de handicap. Concernant les experts dont on a parlé tout à l'heure, ils sont sélectionnés et financés par la GFIP par type de handicap et peuvent être mobilisés même en amont d'un recrutement. Alors, bien souvent via Cap Emploi, hein, puisque voilà, ce sont des situations individuelles à gérer. Donc, très concrètement, imaginons que vous avez un recrutement à faire
vous avez une personne sur son CV ou un entretien qui vous dit qu'elle a une reconnaissance de handicap et vous envisagez de la prendre, mais vous hésitez, peut-être elle aussi sur ses capacités, elle ne sait pas trop comment ça va se passer, même avec les collègues, etc. Ben, même à ce niveau-là, vous pouvez prendre contact. Alors avec nous, vous pouvez directement, mais voilà, le plus simple encore de contacter Cap Emploi pour vraiment faire accompagner de façon globale sur cette situation-là. Et il va pouvoir, le Cap Emploi, votre conseiller, mobiliser un de ses experts prestataires de l'AGFIP par type de handicap qui va pouvoir venir dire voilà, pour cette personne, pourrait être envisagée telle et telle solution, que ce soit technique, que ce soit dans l'organisation, etc. Ça peut être au moment de l'intégration aussi, pour faciliter son arrivée dans l'entreprise, les échanges avec ses collègues, peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps d'adaptation, de formation, et tout ça, ça peut être compensé, soit compensé par une aide, par des personnes, soit ça peut être compensé financièrement aussi. Il y a des aides à l'embauche concernant les contrats en alternance uniquement, qui sont actuellement d'ailleurs majorés dans le contexte Covid et qui peuvent aller jusqu'à 4 000 € pour un contrat d'apprentissage et 5 000 € pour un contrat de pro, un contrat de professionnalisation. Il existe aussi une aide, alors là on vous donne les principales, on va dire, voilà, il y en a beaucoup, hein. Une aide pour adapter les situations de travail à tout moment, donc pour aménager un poste, comme on peut dire plus vulgairement. Donc là, c'est pour venir compenser financièrement, voilà, éventuellement, enfin ça peut aller jusque-là, pardon. C'est-à-dire que soit on va aménager un poste sur l'organisation, sur la technique, mais ça peut aussi aller plus loin que ça et compenser simplement financièrement un manque de productivité ou d'autonomie venant voilà, en dernier recours quelque part. Et cette aide-là qui peut venir compenser financièrement un manque d'autonomie ou de productivité, il peut venir soit en dernier recours, c'est-à-dire après un aménagement de poste, c'est-à-dire après avoir envisagé d'autres solutions possibles. C'est vraiment le dernier recours d'avoir cette compensation financière. Et l'autre cas, l'autre situation où elle peut venir, cette aide-là, au-delà, on va dire, d'un deuxième pas après un aménagement de poste, c'est quand justement vous allez recruter quelqu'un qui sort d'un ESAT ou d'une entreprise adaptée. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, on fait le raccourci souvent. Alors effectivement, on devrait dire l'ensemble des acteurs, mais quand on parle de ça, c'est vrai que c'est sur l'aspect surtout recrutement. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, souvent les personnes qui sont indépendantes, elles veulent le rester souvent. Pas toutes, mais souvent. Après, donc là, vous voyez, effectivement, voilà. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que n'hésitez pas à contacter, alors bien sûr, votre correspondant GFIP si vous en avez déjà un, mais le Cap Emploi, parce qu'en local, ils sont présents sur tous les départements. Ils peuvent vraiment accompagner sur des situations individuelles de recrutement, de maintien dans l'emploi et aider à mobiliser les aides, les prestations voilà, qui vont bien par rapport à la situation et mobiliser la GFIP, monter le dossier, etc. Se mettre aussi en relation avec le médecin du travail aussi, s'il y a une préconisation ou pas d'ailleurs, mais en discuter si le salarié est d'accord. Donc, il faut avoir en tête que c'est à tout moment, pas juste comme on l'a souvent en tête en cas d'aménagement de poste quand la personne est déjà là, mais même en amont, quand elle n'est pas encore là, ou alors qu'elle vient d'arriver, par exemple pour un alternant, il y a peut-être besoin de rien de spécifique, mais parce qu'elle est en situation de handicap, il y a cette aide-là voilà, qui est là pour une aide incitative, quelque part pour l'embauche, mais qui n'est valable que sur les contrats en alternance. Alors aujourd'hui, là, on en parle, on passe s'étaler là-dessus, mais il y a aussi, et c'est important de le dire, une aide de l'État voilà, en ce moment qui permet, dans le cadre d'une embauche en CDD d'au moins 3 mois et en CDI, d'obtenir aussi une aide conséquente là, qui normalement est orientée pour les jeunes, dans le cadre du plan Un jeune, une solution, mais qui est étendue aux personnes en situation de handicap. Vous retrouvez tout sur notre site, puis après, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Je pense avoir fait à peu près le tour des aides principales, Oui. évidemment, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et effectivement, l'aide dont tu parlais, l'aide de l'État, on a eu l'annonce ce matin en ouverture de l'université. Elle sera prolongée jusqu'au 30 juin, mais vous aurez effectivement toutes les informations disponibles dans le cadre de la plateforme après la fin de l'université. On en arrive du coup au moment des questions-réponses. On s'excuse parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs questions dans le film et pour nous, on a surtout l'animation, la technique, etc. Et du coup, ce n'est pas forcément évident de vous répondre en direct. Vous avez bien compris, c'est des sessions qu'on anime plutôt en présentiel. C'est beaucoup plus simple pour nous. On s'est adapté à la situation. Donc, on vous propose effectivement de pouvoir poser vos questions en live maintenant. D'ailleurs, Isabelle, est-ce que tu peux peut-être arrêter l'enregistrement à partir de maintenant? Comme ça, vous pouvez rallumer vos caméras si vous le souhaitez. Et puis, on va essayer, le temps que les premières questions arrivent, de remonter